Qui se souvient de cet objet? Oula, ouais, la moyenne d'âge est plutôt haute alors dans la salle. Et oui, c'est bien une VHS, une cassette. Perso, je vais pas donner mon âge, mais moi j'ai galéré à la trouver au fin fond du garage de mes parents. Un jour, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'est retrouvée bloquée à cause de ce même objet. Je m'appelle Zoé Guiraudon et au cours des 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler sur les sujets de transformation et de changement pour des entreprises aussi bien basées en Europe qu'en Asie-Pacifique ou en Amérique du Nord. Et elles travaillaient sur des secteurs très variés, comme l'audiovisuel, l'immobilier, la finance et bien d'autres. Malgré la diversité de ces expériences, il y avait un point en commun. Les individus dans ces organisations ne sont pas écoutés. Cette cassette, elle représente tous les obstacles absurdes que les individus rencontrent lorsqu'ils essayent d'améliorer une situation ou même innover. Il y a quelques années, lors d'une mission de transformation digitale pour une grande chaîne de télé britannique, nous avons fait une série de recherches au sein de leurs équipes. Parce que dans mon métier, on apprend très vite que pour comprendre une situation ou récolter des informations, il vaut mieux commencer par le bas de l'échelle hiérarchique, le terrain. Donc après cette courte phase de recherche, nous découvrons qu'en effet, l'équipe utilise un logiciel qui ressemble à peu de choses près à Windows 95. Donc oui, niveau ergonomie, pas top. Mais nous sommes encore loin du cœur du problème. Il se trouve que pour compléter leurs tâches, ils devaient remplir un formulaire dans ce logiciel. Et il y avait un champ obligatoire assez particulier. Ils devaient remplir le numéro de série de la VHS à expédier. Nous sommes en 2017, cela faisait plus de 10 ans que l'entreprise en question n'utilisait plus de VHS. Donc, pour compléter le tout, parce que c'était trop facile, si jamais ils ne mettaient pas un numéro de série qui ressemblait vraiment à celui d'une VHS, alors ils étaient bloqués, impossible d'avancer, parce qu'ils avaient un message d'erreur dans le genre. Donc bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés de travailler. L'un d'entre eux, autoproclamé pro d'Excel, avait créé un fichier Excel qui, grâce à une formule, générait plusieurs numéros de série régulièrement pour que l'équipe puisse se les partager et avancer dans leur travail. C'était du bricolage, mais ça fonctionnait. Bien entendu, ils avaient rapporté le problème à la direction et à leur management plus d'une fois, mais sans jamais aucun retour. Cette équipe, elle a été absolument instrumentale dans le succès global de la transformation digitale. Parce qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on les implique. Combien de fois est-ce que le progrès a été stoppé pour des règles hiérarchiques absurdes ou une vision de l'innovation qui voudrait qu'elle ne vienne que d'une élite sachante? Il y a dans les organisations énormément d'individus qui regorgent d'idées et de ressources pour améliorer les process ou même créer des produits révolutionnaires. Et ça a toujours été le cas. L'invention de cet homme a provoqué la faillite de l'entreprise pour laquelle il travaillait. C'est Steven Sayson, et il a inventé l'appareil photo numérique en 1975 chez Kodak. Kodak, malheureusement, n'a pas vu l'intérêt stratégique de son invention et donc a ignoré complètement son potentiel. En 2012, ils feront faillite, dépassés par les changements du marché. L'appareil photo numérique, lui, comme vous le savez, a été largement démocratisé dans les années 90-2000 et aujourd'hui est toujours avec nous partout où nous allons. Il est même dans nos téléphones maintenant. Kodak aurait pu avoir 15 ans d'avance
sur le marché si seulement ils avaient eu foi dans l'intuition et l'invention de leur ingénieur. Donc je vous repose la question. Combien de fois est-ce que le progrès a été stoppé à cause de ces règles hiérarchiques absurdes et cette vision étroite de l'innovation? La bonne nouvelle, c'est que nous changeons de paradigme. La norme des entreprises et en général des environnements de travail évolue, change. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, entre l'évolution rapide des technologies et la quête de sens au travail, il est indispensable de créer des environnements propices à l'innovation et au développement des individus. Donc que chacun puisse librement penser, expérimenter, collaborer et tout simplement être eux-mêmes. Pour atteindre ces objectifs, il y a 2 leviers principaux. La culture d'une entreprise et sa structure. Commençons par la culture. Elle est le socle sur lequel tout repose. Elle-même s'appuie sur 3 grands points. La raison d'être, qui est le pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Elle sera la boussole qui va guider chacune de nos décisions. Elle est étayée par les valeurs. Donc, ces valeurs, c'est ce qui anime une entreprise. Elle devient un peu sa personnalité. Pour vous donner un exemple, la confiance est une valeur indispensable à l'innovation. La confiance, c'est partir du principe que tout individu, donc nous tous, est capable de réflexion, de prise de décision et d'apprendre de ses erreurs. Enfin, une culture dans un PowerPoint obscur réservé à la direction, on la connaît tous, celle-là, elle ne sert à rien. Une culture, elle est forte que si elle est partagée. Et elle doit être partagée par des leaders, non pas définis par la hiérarchie, mais définis par leur capacité à inspirer et fédérer autour d'eux. Et surtout, autour d'un objectif commun. Ces leaders, ce sont les catalyseurs de la culture. Ils libèrent le potentiel de chacun et les encouragent à diffuser ces valeurs de l'innovation. Vient ensuite la structure. Si vous retenez qu'une seule chose pour la structure, c'est que sa fonctionnalité première, c'est la transparence. Donc, par exemple, lorsque l'on définit la stratégie d'une entreprise, qui est un peu le plan d'action, le comment est-ce que nous allons réaliser cette vision que nous avons, cette stratégie, elle doit être lisible et accessible par tous dans l'organisation. Lors de la définition de cette stratégie, on va devoir se poser des questions sur notre capacité et notre volonté d'investissement. Les investissements, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des investissements financiers, bien sûr, mais humains et dans nos infrastructures. Mais aussi, quel est l'investissement que l'on attend de la part de nos collaborateurs, par exemple? Si on revient à la chaîne de télé, ils avaient au final investi dans leurs infrastructures en investissant dans une transformation digitale. Cette transformation digitale, elle leur a fait se rendre compte qu'ils devaient investir dans l'humain afin de favoriser l'implication de leurs collaborateurs dans l'avenir de l'entreprise. Puis, on ne peut pas parler de structure sans parler de méthode et process. Alors, il y a des multiples courants de pensée, théories et schémas quant à des process favorisant l'innovation. Aujourd'hui, retenez seulement que la structure, elle doit favoriser la créativité sans créer de paralysie. Elle doit faciliter et pas alourdir. Elle doit récompenser la prise d'initiative et la collaboration indépendamment du résultat. Et elle doit créer des opportunités en interne pour célébrer les succès et collectivement apprendre des erreurs. Alors les organisations vont pouvoir jouer de l'équilibre entre ces 2 leviers pour trouver la
parfaite culture, parfaite structure pour eux, qui sera enrichie de tous les individus qui les composent. Aujourd'hui, même imparfait, il existe des exemples d'organisations qui utilisent ces principes pour créer de nouveaux modèles. Cette phrase a été prononcée par le PDG actuel d'une entreprise qu'on aurait pu qualifier de grand méchant du capitalisme. Ils ont compris le pouvoir extraordinaire de la culture d'entreprise. Comment est-ce qu'une entreprise de pétrochimie mexicaine est devenue un modèle, une organisation modèle dans ses efforts pour être vertueuse? C'est l'histoire de Mexichem, aujourd'hui Orbia. En 2018, Daniel Martinez-Valle devient le nouveau CEO de Mexichem. Il lance alors plusieurs initiatives dans le but de mobiliser les talents internes dans une transformation qu'il définit comme transformation d'entreprise axée sur l'humain. Une de ces initiatives était un laboratoire d'innovation qui permettait aux collaborateurs de travailler avec des chercheurs et designers de renom sur des projets à impact mondial comme l'amélioration de l'accès à l'eau. En 2019, un an après, Mexichem devient officiellement Orbia et ils partagent avec le monde entier leur nouvelle marque, raison d'être, leurs valeurs, leur stratégie. Aujourd'hui, les valeurs d'Orbia, elles sont clairement lisibles en interne et en externe. C'est-à-dire qu'ils demandent au monde de les tenir responsables de leurs engagements. Ils vont jusqu'à publier leurs indicateurs d'impact sur leur site pour que tout le monde puisse voir où ils en sont de ce qu'ils ont décidé de faire pour améliorer le monde. Et ils demandent à leurs collaborateurs de continuer à les challenger pour innover et renouveler leur secteur. Un changement culturel peut déplacer des montagnes. Alors Orbia fait toujours du plastique. Mais aujourd'hui, ils recherchent des solutions d'économie circulaire et de nouvelles applications de leur technologie afin de correspondre de plus en plus à leur raison d'être, faire avancer la vie dans le monde. Bon, certains d'entre vous resteront sceptiques quant aux intentions d'une multinationale. Ce n'est pas grave, car au-delà des grands groupes, il y a des individus qui, à force de voir que rien ne bouge, ont décidé de prendre les choses en main et de créer de nouveaux modèles. C'est le cas de Joost de Blok avec Buurtzorg. Dans les années 90, le gouvernement néerlandais était inquiet de voir l'inefficacité croissante du système de santé et les dépenses qui ne cessaient d'augmenter. Ils ont alors lancé plusieurs initiatives pour augmenter l'efficacité et la productivité de ce système. Joost de Blok, alors, quitte son poste d'infirmier, frustré par un système de santé qui, de plus en plus, déshumanise les patients et les infirmiers sous couvert de productivité. Mais il ne s'arrête pas là. En 2006, avec sa femme et 2 autres infirmiers, il lance l'entreprise sociale Buurtzorg, qui signifie littéralement soins de quartier. Leur modèle repose sur des équipes autonomes, et réellement autonomes, de 10 à 12 infirmiers et infirmières qui agissent dans un secteur et délivrent dans leur secteur des soins médicaux et des soins de soutien à domicile. Ils se sont posé une question intéressante que je suis sûre beaucoup d'entre vous s'est déjà posée. Pourquoi est-ce que des systèmes administratifs, de la bureaucratie, devraient décider si une initiative est valable ou non, alors qu'ils n'ont jamais mis un pied sur le terrain? Chez Buurtzorg, lorsqu'une équipe a une idée, ils sont encouragés à l'essayer dans leur secteur, documenter leur idée
pour pouvoir la partager avec l'ensemble de l'organisation. Si cette idée est bonne, elle se propagera naturellement. Et si elle se propage assez, alors le siège social aidera à institutionnaliser cette idée. Et afin de les accompagner encore plus, ils ont créé un système informatique qui les soulage de leurs tâches administratives le plus possible et les aide à s'autogérer. Et il y a des coachs régionaux qui sont là pour promouvoir les meilleures pratiques et donner des conseils en cas de besoin. Donc Buurtzorg a créé une culture basée sur l'humain, la confiance et la collaboration. Et il a renforcé cette culture avec une structure qui vise à faciliter la vie de ses collaborateurs. L'innovation, ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle, la conquête spatiale ou la chirurgie à distance. L'innovation, c'est aussi et surtout l'ingéniosité humaine face à un problème, un obstacle, un besoin. Comme chez Buurtzorg, souvent, elle vient d'une expérience vécue et de collaboration. L'innovation peut être simple et très impactante. On a eu un très bel exemple de ça en 2020. Lors de la crise Covid, dès le début, l'Italie a été très sévèrement touchée. Ces deux hommes ont alors collaboré pour créer le masque respirateur que nous connaissons tous. Face à la pénurie d'équipements, ils ont pris le masque de plongée Decathlon et avec la technologie d'impression 3D, l'ont adapté pour l'utilisation en hôpital. Leur prototype a sauvé des milliers de vies. Vous voyez où je veux en venir ? Si, face à un challenge, l'humain trouvera toujours une solution. Que ce soit pour améliorer un process d'envoi de fichiers pour aider une équipe en souffrance, utiliser la technologie d'une industrie polluante pour impacter le monde de façon positive, pour remettre l'humain au centre d'un système de santé ou rapidement trouver une solution pour sauver des milliers de vies dans un contexte d'urgence sans précédent, l'humain trouvera toujours une solution. Plus que jamais, nous devons nous appuyer sur ces qualités fondamentalement humaines que sont l'ingéniosité, l'empathie, l'adaptabilité et la capacité à collaborer. Parce que notre monde change. Il est un peu plus bouleversé chaque jour. Et quoi de mieux que de se rappeler qui nous sommes et ce qui fait de nous des humains, quoi de mieux que d'utiliser notre profonde humanité au service d'une innovation dédiée à façonner le monde de demain. Le mot innovation vient de la racine latine innovatio, qui signifie renouvellement. L'innovation, elle vient des hommes et des femmes qui rêvent et expérimentent. Nous sommes tous capables d'y participer. Alors, pour aller plus vite et plus loin, nous avons créé des organisations qui nous permettent de catalyser ces énergies créatives pour créer du progrès. Alors, créons dans ces entreprises un environnement propice à ce que chacun puisse innover, à ce que chacun puisse renouveler le monde. Merci. Mesdames et messieurs, Zoé Guiraudon.